et il y a plus d'une centaine de passagers à bord. Tout le monde a pensé à un détournement ou à un acte terroriste. Un individu bouge dans le cockpit. Je répète. Qu'est-il arrivé? 522, me recevez-vous? Et qui pilote le 737? Helios 522, me recevez-vous? Début de matinée, le 14 août 2005. Le personnel navigant commercial du vol Helios Airways 522 prépare un vol au départ de Chypre avec une escale à Athènes en Grèce. Belle journée. J'aurais pas dû venir. Andreas Prodromou a 25 ans. Ce jour-là, il n'était pas censé travailler, mais il a choisi de le faire pour passer un peu de temps avec sa petite amie, qui travaille elle aussi pour Helios. C'est le genre de journée où j'aimerais voler. Ça viendra, Andreas. Andreas Prodromou est agent de bord, mais il a de l'ambition. Un jour, il veut être pilote pour Helios. Il rêvait de devenir pilote professionnel. Mais personnellement, j'aurais préféré qu'il reprenne l'affaire familiale. Nous en discutions souvent. Voilà du monde. Va au fond. Comme d'habitude, dans le poste de pilotage, l'équipe prépare l'avion pour le décollage. Le temps est clair. Le commandant Hans-Jürgen Merten, un Allemand originaire de l'Est, a été engagé par Helios pour la saison d'été. Vous avez bientôt fini? Pardon? Avez-vous bientôt terminé? Presque. Son OPL, son officier pilote de ligne, est chypriote. Pambos Karalambous travaille exclusivement chez Helios depuis 5 ans. Avant le début de chaque vol, les pilotes effectuent des dizaines de vérifications sur divers matériels embarqués. C'est une procédure de routine, mais absolument nécessaire. Porte fermée. Relevez vos sièges et attachez vos ceintures. Helios est une compagnie charter proposant des billets à prix réduit à destination de la Grèce. Et ce week-end d'été, l'avion est plein, avec de nombreuses familles. Au total, il y a 115 passagers à bord. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. C'est une compagnie à bas prix. Elle ne sert même pas de rafraîchissement sur les vols courte distance. Mais ce qu'elle propose convient aux voyageurs qui font attention à leur budget. Paros Dimitriou et Maria Rikou se rendent sur une île grecque. Ils viennent de se fiancer. Ils avaient réservé leurs vacances un peu plus d'un mois à l'avance. C'était un peu leur lune de miel. PNC, veuillez vous asseoir. Préparez-vous à décoller. Peu après 9 h du matin, le vol Helios 522 décolle sous un soleil radieux. Nicosie Contrôle, ici Helios 522. Demandons altitude de croisière au 340. Helios 522 autorisé à monter au 340. Bonne journée. Réglé au 340. 340. Après quelques minutes de vol, tandis que l'avion est toujours en train de monter vers son altitude de croisière, une alarme retentit dans le poste de pilotage. Qu'est-ce que c'est? L'alarme de config décollage. Les pilotes sont surpris. L'alarme de configuration décollage ne se déclenche normalement qu'à terre pour avertir l'équipage que l'avion n'est pas prêt à décoller. Les deux hommes sont donc perplexes. Dans le doute, le commandant appelle le service d'exploitation à l'aéroport de Larnaca à Chypre.
d'exploitation, ici vol 522, à vous. 522, que puis-je pour vous? L'alarme de configuration décollage s'est déclenchée. Pardon? Notre alarme de configuration décollage s'est déclenchée. Je suis sûre que ça n'est rien. Je vous préviendrai dès que ce sera fini. La première alarme sonne toujours lorsque les choses deviennent encore un peu plus confuses. Le Master Caution se déclenche à son tour. Cette autre alarme indique entre autres la surchauffe de certains systèmes. Maintenant, c'est le Master Caution. J'appelle un technicien, un instant. J'ai du mal à le comprendre, il a un accent très fort. 522, que puis-je pour vous? Les voyants de la ventilation sont éteints. Pouvez-vous répéter? Les pilotes et le technicien tentent de régler ces deux problèmes. Les passagers, eux, ne savent rien de l'incident, jusqu'au moment où... Gardez votre calme. Veuillez rester assis. Que tout le monde mette son masque sur sa bouche et sur son nez. Comme le veut la procédure, immédiatement on s'attache, on prend le masque et on reste assis. Si on peut aider les passagers sans se lever, on le fait. Mais les membres du personnel navigant commercial ne doivent pas risquer leur vie pour aider un passager assis 5 ou 6 rangées plus loin. La procédure veut qu'on prenne le masque, qu'on le mette et qu'on attende que l'avion se mette en palier ou qu'il entame sa descente. En cabine, on ignore tout de la nature du problème et le PNC attend les consignes du poste de pilotage. Les pilotes, eux, ne savent pas que les masques à oxygène se sont déployés. Et ils ne comprennent toujours pas pourquoi l'alarme de configuration décollage s'est déclenchée, ni pourquoi certains appareils surchauffent. Les deux voyants des systèmes de refroidissement sont éteints. C'est normal. Confirmez votre problème. Au sol, le technicien n'arrive pas à se faire une idée précise de la situation. On ne les a pas éteints. Pouvez-vous confirmer que le panneau de commande de pressurisation est sur auto? Où sont les disjoncteurs du système de refroidissement? Derrière le siège du commandant. Vous les voyez? Qu'est-ce qui se passe? Un problème électrique sur le 522. Je devais passer prendre quelque chose au service d'exploitation. Et je me suis dit, quoi, encore un problème? Et je suis parti. Bonne chance. Le problème semblant bénin, l'avion continue de gagner de l'altitude. Mais les passagers ne reçoivent toujours aucune information. Helios 522, voyez-vous les disjoncteurs? Puis, le contact avec l'appareil est soudain interrompu. Helios 522, me recevez-vous? L'avion a décollé depuis moins d'une demi-heure et il est toujours sur son cap. Il survole la Méditerranée et se dirige tout droit en direction d'Athènes. En apparence donc, tout semble se dérouler normalement à bord du vol 522 de la compagnie Helios Airways. Helios 522, me recevez-vous? Mais le technicien du service d'exploitation a beau essayer de contacter les pilotes, sa radio reste désespérément muette. Plus inquiétant encore, le contrôleur aérien s'avère lui aussi incapable de joindre le commandant ou l'OPL. Le vol vers Athènes dure normalement 1h30. Mais le 737 est en l'air depuis plus de 2 heures et il vole désormais dans un circuit d'attente. On a entendu parler d'un avion qui survolait le territoire grec, mais avec lequel on ne pouvait plus communiquer. Tout le monde a pensé à un détournement ou à un acte terroriste. Athènes compte plus de 3 millions d'habitants. Si un avion venait à s'écraser sur la ville, cela pourrait être catastrophique. L'avion était devenu fou.
Il pouvait s'agir d'un détournement ou d'un acte terroriste, donc l'armée a été contactée. L'armée de l'air grecque envoie 2 de ses avions à réaction observer le 737. Helios 522, me recevez-vous? Les militaires n'obtiennent pas de réponse. Un des appareils s'approche alors du poste de pilotage. Le pilote de chasse aperçoit une silhouette dans le siège du copilote, avachi sur les commandes. Mais il n'y a aucun signe du commandant. Le pilote de chasse appelle le contrôle aérien d'Athènes. Athénéi contrôle. Il y a une silhouette dans le poste de pilotage d'Helios 522, mais elle reste sans réaction. Athénéi contrôle, je vérifie la cabine. Il distingue des passagers assis à leur place, mais aucun ne réagit à sa présence. Puis, le pilote de chasse repère un mouvement dans le poste de pilotage. Athénéi contrôle, un individu bouge dans le cockpit d'Helios 522. Je répète, il y a un individu dans le cockpit. Helios 522, me recevez-vous? Helios 522, à vous. Vol HCY 522, ici station radar d'Athénéi. Les F-16 continuent d'escorter le Boeing, mais l'individu dans le poste de pilotage reste muet. Un des chasseurs était en position de tir derrière le 737, et l'autre était à hauteur du poste de pilotage pour tenter de communiquer visuellement avec l'individu qui s'y trouvait. Soudain, le 737 vire sur sa gauche et commence à piquer. Athénéi contrôle, Helios 522 vire brutalement. Nous le suivons. De plus de 10 000 mètres d'altitude, l'avion plonge vers le sol. Il n'y a aucune panne structurelle, aucun incendie, aucun problème visible de l'extérieur. Helios 522, me recevez-vous? Helios 522, me recevez-vous? Puis, alors que l'appareil est à environ 2100 mètres d'altitude, l'individu dans le poste de pilotage fait pour la première fois signe au pilote de chasse. Mais il n'y a aucun échange radio. Ni le pilote de chasse, ni l'aiguilleur du ciel n'arrivent à entrer en contact radio avec l'avion de ligne. À un peu plus de midi, c'est-à-dire près de 3 heures après le décollage, le vol Helios 522 s'écrase. Athénéi contrôle, Helios 522 est tombé. Je répète, Helios 522 est tombé sur la colline de Grammatico. À vous. Les pompiers et les services de secours accourent sur les lieux, mais il n'y a aucun survivant. De retour au service d'exploitation, le steward Lazaros Temedzian est choqué lorsqu'il apprend la nouvelle. C'est la scène la plus chaotique que j'ai jamais vue. Quand je suis revenu, le contrôleur du service d'exploitation a annoncé qu'il avait perdu l'avion et il s'est mis à pleurer. Helios est une petite compagnie qui ne possède que 3 avions, et les membres de son personnel navigant commercial travaillent ensemble depuis des années. Pour Paul Simeonides, la nouvelle de l'accident est particulièrement terrible. Il est steward sur la compagnie et sa fiancée y est hôtesse. Ça a dû être les 30 minutes les pires de ma vie, car Victoria volait ce matin-là jusqu'à Glasgow. Son frère et tous les gens qu'on connaît m'ont appelé pour savoir si on était vivants, ce qui s'était passé, et pourquoi. Au début, on s'est dit, il faut 1h30 pour aller en Grèce, donc ça n'est peut-être pas leur avion. C'est 2 ou 3 heures plus tard qu'on a appris que Paros et Maria étaient à bord de l'appareil qui s'est écrasé. Quant au père d'Andreas Prodromou, il ignorait que son fils travaillait sur le vol 522. On m'a dit qu'un avion d'Helios avait disparu du radar et que les contrôleurs aériens n'arrivaient pas à le contacter.
Je me suis inquiété et j'ai appelé Andreas sur son portable. Il était toujours branché. Mais il n'a pas répondu. Là, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'est la catastrophe aérienne la plus grave de l'histoire de l'aviation grecque. La majeure partie des 121 victimes sont chypriotes et le gouvernement de la petite île décrète 3 jours de funérailles nationales. Le drame est des plus mystérieux. Pendant plus d'1 heure, le contrôle aérien a surveillé un avion silencieux qui s'approchait de plus en plus d'Athènes, sans avoir la moindre idée de ce qui se déroulait à son bord. C'est maintenant aux enquêteurs d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Nous sommes montés en haut de la colline et nous avons vu quelque chose qui était au-delà de toute description. Il y avait un grand périmètre devant moi en flammes. C'était tout noir, en feu. Il y avait des cadavres, des morceaux d'avion. C'est une vision véritablement cauchemardesque. J'espère ne jamais avoir à la revivre. C'était affreux, vraiment affreux. Les enquêteurs commencent aussitôt à chercher les causes de l'accident. Au cours des premiers jours, leurs efforts se soldent par des déconvenues. Les enquêteurs récupèrent la boîte contenant l'enregistreur phonique, mais ce dernier en a été éjecté. Ça a été difficile pour nous. On a retrouvé le réceptacle de l'enregistreur phonique, qui était très endommagé, mais nous n'avons pas retrouvé l'appareil proprement dit. Les enquêteurs ont besoin de savoir ce qui est arrivé au pilote, mais sans l'enregistreur phonique, ils n'ont presque aucun élément pour travailler. Continuez de chercher. Espérons qu'on trouvera. Les cadavres récupérés sur les lieux sont emportés à l'Institut médico-légal d'Athènes. Mais les autopsies ne font qu'épaissir le mystère. Au moment de l'impact, tous les passagers étaient en vie. À l'époque, des scénarios voulaient qu'ils soient tous morts en vol. En vérité, ils ne sont pas morts en inhalant un gaz toxique dans l'avion ou en étant victimes d'une explosion. Ils sont morts à l'impact. Si les passagers étaient vivants, comment se fait-il que le pilote du F-16 n'ait constaté aucune activité en cabine? Et qui s'est installé aux commandes pendant que l'avion tournait au-dessus d'Athènes? Lorsque les enquêteurs analysent des tissus retrouvés dans le poste de pilotage, ils sont abasourdis. L'individu aux commandes au moment de l'accident était Andreas Prodromou, le steward ajouté à la dernière minute à la liste du PNC. Que faisait-il dans le poste de pilotage? Essayait-il de sauver l'avion ou l'a-t-il volontairement précipité au sol? Quelques jours après la découverte de la boîte de l'enregistreur phonique, les enquêteurs mettent la main sur l'appareil proprement dit. Lorsque le responsable de l'enquête, Akrivos Tsolakis, écoute les derniers instants du vol, il obtient un renseignement capital. Mayday. Il ne s'agit pas d'un attentat. Vol 522. Andreas Prodromou a appelé à l'aide. Mayday. Mayday. Akrivos Tsolakis entend 5 Mayday, mais aucun n'a été capté par le contrôle aérien. Dès l'instant où les enquêteurs ont su qu'il y avait quelqu'un dans le poste de pilotage, j'ai été certain que c'était Andreas. Ce n'était pas un trouillard. Il s'y connaissait en avion et il était en mesure d'intervenir. Andreas Prodromou était titulaire d'une licence de pilote professionnel, la première étape pour devenir commandant de bord pour Helios. C'est le genre de journée où j'aimerais voler.
Ça viendra, Andreas. Malgré sa formation, il n'avait aucune chance de sauver le 737. Lorsqu'Andreas s'est installé aux commandes, le vol 522 volait depuis près de 3 heures. Et si le Boeing a donné l'impression de vouloir s'éloigner de son escorte de F-16, c'est parce que son moteur gauche venait de tomber à court de carburant. Quelle que soit la raison pour laquelle les alarmes se sont déclenchées, la raison de l'accident proprement dit est toute simple. L'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique ont fourni la preuve irréfutable que l'avion est tombé en panne de carburant. C'est pour ça qu'il s'est écrasé. Devant effectuer un vol de 90 minutes, l'avion n'avait pas dans ses réservoirs de quoi voler pendant plus de 3 heures. Mais pourquoi le 737 est-il resté en l'air bien plus longtemps que prévu? Akrivos Tsolakis sait désormais qui était aux commandes et pourquoi l'appareil est tombé. Mais pour élucider le mystère, il a besoin de renseignements supplémentaires. Ces enquêteurs décèlent rapidement des problèmes de maintenance qui pourraient fort bien expliquer ce qui s'est passé à bord du vol 522. Moins d'1 an avant l'accident, cet avion avait été victime d'une dépressurisation rapide. Lazaros Temedzian se trouvait à bord. J'étais à l'arrière de l'appareil. Il y a eu un gros bruit métallique et les masques à oxygène se sont déployés en cabine. Chaque geste que je devais faire était difficile. J'avais du mal à bouger, à respirer. En fait, je me suis mis à halter. Tandis que l'avion entame aussitôt une descente à 3300 mètres d'altitude, Lazaros Temedzian ne peut qu'attendre, sanglé sur son siège. Une fois l'avion à son altitude de sécurité, le jeune homme inspecte la porte arrière. Il ne s'attendait guère à ce qu'il découvre. J'ai remarqué que la porte de service arrière n'était pas totalement verrouillée. Les gonds du haut et du bas étaient déplacés. Je pouvais glisser la main dans l'entrebâillement. L'avion s'est posé en urgence. Il n'y a eu aucun blessé et la porte a été soigneusement inspectée. Mais ce n'est pas le seul problème que le PNC a eu à bord de cet avion. On ne manquait jamais de consigner les problèmes dans le registre de maintenance. Mais rien n'était fait pour réparer les problèmes, même mineurs. Il fallait des mois pour que les techniciens réparent les moindres broutilles en cabine. D'autres problèmes sont également signalés. Un technicien de la compagnie explique que le jour du vol 522, le 737 avait encore eu un problème au niveau de la porte arrière. En vérifiant le registre de maintenance, on a vu qu'il fallait faire une vérification imprévue. L'avion vient d'atterrir à Chypre juste après minuit ce 14 août 2005. Pendant le vol, le PNC a entendu des coups violents et a vu de la glace apparaître sur la porte de service arrière. Or, l'avion doit redécoller quelques heures plus tard. Peu après l'atterrissage, les techniciens inspectent l'appareil. Pour s'assurer que le joint de la porte est en bon état, ils procèdent à un essai de pressurisation. En vol, les moteurs forcent de l'air à entrer en cabine. Pour assurer une bonne circulation de l'oxygène, de petites vannes de régulation de pression situées à l'arrière de l'avion permettent à une partie de ce gaz de s'échapper. La pression à l'intérieur d'un avion est un peu la même que dans une canette de boisson gazeuse. On pressurise la cabine pour que les gens puissent survivre dans l'environnement dans lequel l'avion évolue. Je bascule le sélecteur de auto à manuel. Comme les moteurs sont arrêtés, les techniciens doivent utiliser l'APU, le groupe auxiliaire, pour faire entrer de l'air dans l'avion. La cabine reste ensuite pressurisée pendant plusieurs minutes. Ça revient à chercher une fuite dans une chambre à air. Dans ce cas-là, il faut pressuriser l'avion et utiliser un baromètre pour mesurer la pression intérieure, afin de déceler des fuites éventuelles. Rien n'indique que de l'air fuit par la porte arrière. Pour eux, tout était en ordre. Et ils ont achevé le test. L'avion semble en état de fonctionner. Après avoir effectué d'autres essais de routine,
les techniciens signent le registre des opérations de maintenance. Pour les enquêteurs, c'est une impasse. Une décompression explosive pourrait expliquer la tragédie du vol 522. Si l'oxygène avait été subitement aspiré à l'extérieur de l'avion, tout le monde à bord aurait succombé. Mais d'une part, les techniciens ont vérifié le problème, et d'autre part, lorsque le F-16 s'est approché du 737, le pilote de chasse n'a constaté aucun dégât extérieur. Rien n'indiquait que le fuselage était perforé. Les enquêteurs ne voient pas comment élucider ce mystère. Qu'est-il donc arrivé à l'équipage et aux passagers du vol 522 de la compagnie Helios Airways? Et pourquoi un des stewards n'a-t-il apparemment pas été affecté? Tout de suite, la suite. Les attaques terroristes du 11 septembre ont changé le monde à jamais. National Geographic Channel revient sur ces terribles événements lors d'une soirée hommage à tous les héros du 11 septembre. 11 septembre, la nuit des héros, tous les mercredis à partir de 20h40 sur National Geographic Channel. DS3, nouveau projecteur Xenon Full LED. Avec MSC Croisière, l'avenir appartient à ceux qui réservent tôt. Jusqu'à moins 450 € par personne sur votre croisière printemps-été 2015. Je vois pas comment... Non. Le roi Merlin et vos envies prennent vie. Pour l'heure, rien ne permet de répondre à ces questions. Helios 522, me recevez-vous? La seule certitude, c'est que peu de temps après le décollage, l'équipage a cessé de communiquer avec les aiguilleurs du ciel. Mayday. Puis, qu'après 2h30 de vol, Andreas Prodromou s'est installé aux commandes. Et enfin que les réservoirs de carburant se sont retrouvés à sec, ce qui a provoqué la mort de 121 personnes. En revanche, les enquêteurs ignorent toujours ce qui est arrivé au commandant Hans-Jürgen Merten et au reste de l'équipage. Qu'est-il arrivé le jour du vol? Les enquêteurs s'intéressent à la conversation entre le commandant et le technicien au sol juste après le décollage. Lorsque l'avion franchit les 3700 mètres d'altitude, une alarme se déclenche. Exploitation, ici vol 522. À vous. Vol 522, que puis-je pour vous? L'alarme de configuration décollage s'est déclenchée. Pardon? Notre alarme de configuration décollage s'est déclenchée. Habituellement, cette alarme ne sonne que sur la piste. Et les débris de l'avion ne laissent apparaître aucun problème de volet, de train d'atterrissage ou quoi que ce soit susceptible de l'avoir déclenché. À quoi donc correspondait cet avertissement sonore? Le responsable de l'enquête se concentre alors sur un petit panneau de commande retrouvé parmi les débris de l'épave. Vous êtes sûr qu'on l'a retrouvé comme ça? On ne l'a pas touché? Nous avons eu la chance de retrouver ce panneau dont le bouton était sur manuel. C'était très important. Le panneau de commande de pressurisation P5 gère le système qui veille à ce que les passagers aient assez d'air pour respirer même à haute altitude. Normalement, la pressurisation se fait automatiquement. Lorsque l'avion gagne de l'altitude, ses moteurs font entrer de l'air à l'intérieur de l'appareil. Mais quand le bouton est positionné sur manuel, c'est au commandant de bord et au copilote de surveiller l'atmosphère de la cabine. Comment avez-vous testé la pressurisation?
Je suis allé dans le poste de pilotage et j'ai mis le sélecteur sur manuel. Akrivos Tsolakis découvre que lors des vérifications de maintenance effectuées à l'aube du 14 août, les techniciens ont positionné le sélecteur sur manuel. C'est ce qui a permis d'utiliser l'APU, le groupe auxiliaire, pour tester les joints d'étanchéité de la porte arrière sans allumer les moteurs. Mais à l'issue de l'essai, ils n'ont pas remis le bouton sur automatique. La procédure de pressurisation de l'appareil nécessite de passer le réglage du système de auto à manuel. Mais ensuite, il faut remettre le sélecteur sur auto. Quelques heures plus tard, lorsque l'équipage prend place, le bouton du système de pressurisation est toujours sur manuel. Vous avez bientôt fini? Pardon? Mais ni le commandant, ni l'OPL ne le remarquent. Après le décollage, la cabine ne se pressurise donc pas automatiquement. Et plus le vol 522 prend de l'altitude, plus l'atmosphère se raréfie. Ne pas remettre le bouton sur automatique représente un danger insidieux. Vous êtes sûr qu'on l'a retrouvé comme ça? On ne l'a pas touché? Pour Akrivos Tsolakis, ce panneau est peut-être la clé de l'énigme. Laisser le bouton sur manuel a très bien pu provoquer la cascade de problèmes. Pour le vérifier, il adopte une démarche originale. 4 mois après le drame, il fait faire à un 737 de la compagnie Olympic Airlines le même trajet et dans les mêmes conditions que celui d'Hélios. Si la théorie de l'enquêteur s'avère exacte, cet avion devrait se comporter exactement de la même manière. C'est prêt? Face à un accident aussi compliqué que celui-ci, il faut procéder à une reconstitution. Bien sûr, ça coûte cher de faire voler un avion de ligne pendant 3 ou 4 heures. Mais ça en vaut la peine si vous obtenez des résultats qui permettent de faire progresser toute l'enquête. Vérifiez que le P5 est sur manuel. C'est difficile à voir. Dans le poste de pilotage, Akrivos Tsolakis demande à l'équipage de positionner le sélecteur sur manuel. Un voyant vert indique qu'il n'est plus sur automatique, mais par un matin ensoleillé, il est difficile de voir s'il est allumé ou éteint. Pendant l'ascension, le taux d'oxygène baisse rapidement. C'est ce qui s'est produit à bord du vol 522 et c'est ce qui a déclenché l'alarme. Qu'est-ce que c'est? L'alarme de config décollage. L'alarme s'est déclenchée et elle a été mal interprétée. La majeure partie des équipages n'ont jamais été confrontés à une alarme de pressurisation pendant toute leur carrière, car c'est rarissime. Pour Akrivos Tsolakis, elle s'est déclenchée en raison de la chute de la pressurisation. Mais il s'avère qu'elle fait le même bruit que l'alarme de configuration décollage. L'alarme de configuration décollage s'est déclenchée. En admettant que l'équipage ait mal interprété la première alarme, il aurait quand même dû pouvoir déterminer la nature exacte du problème. À près de 5000 mètres d'altitude, le Master Caution s'allume et reste allumé pendant près d'1 minute. Maintenant, c'est le Master Caution. Mais là encore, l'équipage se trompe dans l'interprétation de cette alarme. Le Master Caution peut signaler une surchauffe des systèmes, mais il indique aussi au pilote l'ouverture des trappes des masques à oxygène. Dans ce cas précis, il signalait les deux en même temps. Mais comme l'équipage ne pensait pas avoir de problème de pressurisation, il s'est concentré sur le système de refroidissement. L'alarme signalant l'absence de refroidissement a été un effet secondaire de l'absence de pressurisation. La température dans le compartiment avionique n'était pas particulièrement élevée. Mais les capteurs, censés mesurer la température et la pressurisation dans cette zone, ont perçu un problème. Lors de la reconstitution, les instruments enregistrent les mêmes paramètres de vol que le vol 522 et les enquêteurs commencent à ressentir les effets du manque d'oxygène.
Les premières sensations, ce sont les oreilles qui se bouchent, la pression dans les sinus. En gagnant de l'altitude, vous avez un peu la tête qui tourne, comme après quelques verres d'alcool. La diminution du taux d'oxygène pourrait également expliquer le comportement bizarre de l'équipage. Lorsque le technicien leur pose une question sur la pressurisation, pouvez-vous confirmer que le panneau de commande de pressurisation est sur auto? Le commandant Merten répond à son tour par une question. Où sont les disjoncteurs du système de refroidissement? Au départ, on ne se rend compte de rien, car c'est vraiment très subtil. On a la tête qui tourne, on perd sa faculté de penser de manière cohérente. D'une certaine manière, ça vous enferme dans votre problème. Vous ne pouvez plus réagir et vous finissez par perdre connaissance. Akrivos Tsolakis suppose que le commandant a tenté de vérifier les disjoncteurs situés derrière son siège, mais que lui et le copilote ont fini par manquer d'air. Contrairement à ce qui se passe en cabine, les masques à oxygène du poste de pilotage ne tombent pas automatiquement en cas de dépressurisation. Helios 522, me recevez-vous? De l'autre côté de la porte qui isole le poste de pilotage, personne ne sait que l'avion vole désormais sans pilote. Et personne ne sait que la limitation du système d'approvisionnement en oxygène des passagers a déjà scellé le sort des gens à bord du vol 522. En effet, les masques des passagers sont alimentés par un générateur d'oxygène chimique situé au-dessus de leur siège, mais qui n'a qu'une autonomie d'une douzaine de minutes. Le problème des masques pour les passagers, c'est qu'ils ne sont pas conçus pour fournir de l'oxygène à haute altitude. Leur rôle est de donner le temps aux pilotes de faire descendre l'avion à une altitude plus basse. Dans presque tous les cas de décompression, ils ont d'ailleurs parfaitement rempli leur mission. Ceux des passagers qui ont enfilé leurs masques sont restés conscients pendant plusieurs minutes avant de finir par manquer d'oxygène et de s'évanouir à leur tour. À 34 000 pieds, vous pouvez rester conscient entre 30 et 60 secondes. Une fois que l'hypoxie leur fait perdre connaissance, les individus, dans leur grande majorité, s'endorment. Privé d'équipage, le vol Helios 522 poursuit sa route vers Athènes en pilote automatique. Et c'est ce même pilote automatique qui place l'avion en circuit d'attente au-dessus de l'aéroport lorsque personne ne prend le relais. C'est ce qui serait arrivé lors de la reconstitution si la pressurisation en cabine n'avait pas été rétablie. Akrivos Tsolakis demande au copilote de remettre le sélecteur du P5 sur auto avant que l'avion ne finisse de monter à son altitude de croisière. Puis, arrivé au-dessus d'Athènes, l'enquêteur fait suivre l'avion par un chasseur F-16. Il veut s'assurer que c'est bien Andreas Prodromou qui se trouvait aux commandes lorsque le 737 s'est écrasé. On a fait enfiler à un de nos employés une tenue de steward. Il est entré et il s'est assis dans le siège du commandant. Le pilote du F-16 a confirmé que c'était exactement ce qu'il avait vu lors de l'accident. La reconstitution répond également à une autre question sur le sort tragique du vol 522. L'enregistreur phonique a capté plusieurs bruits bizarres juste avant l'entrée d'Andreas Prodromou dans le poste de pilotage. Ces bruits correspondent au moment où le steward a tapé le code sur le clavier électronique de la porte du poste de pilotage. Nous avons confirmé tous ces éléments lors de la reconstitution, qui a été particulièrement utile. Elle nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Bon, posez-vous. Pour le responsable de l'enquête, la reconstitution s'est donc avérée probante. Il n'y a pas eu de panne grave en cabine, juste une série de petites erreurs et d'incompréhensions, mais ce sont elles qui ont conduit à l'accident. « 15 mois après le drame, les autorités grecques publient le rapport officiel de l'accident. Il subsiste des zones d'ombre.
Que s'est-il passé en cabine pendant que l'avion continuait de voler vers Athènes? Et pourquoi Andreas Prodromou était-il le seul encore conscient au bout de près de 3 heures de vol? Tout de suite, la suite. Ok, how about the ball? Yeah, the ball? Go get the ball. Vous pensez que votre journée a été difficile? Compliquée? Ou stressante? Cet homme va vous prouver le contraire. It's a lot of work, but it's worth it. Hazen Audel vous montre comment survivre sur les terres les plus inhospitalières de la planète grâce à l'aide des tribus locales. À l'épreuve d'une tribu, ce soir à 21h30 sur National Geographic Channel. Votre multirisque professionnel MMA couvre vos machines, vos stocks. Et qui va payer nos charges? Charges fixes et baisses de bénéfices sont remboursées aussi. Avec MMA, c'est zéro tracas, zéro blabla pour l'entreprise. Hello Bank, Globetrotter, comme vous. Avec Hello Bank, vos retraits à l'étranger sont gratuits dans plus de 50 pays. Hello Bank, mobile, comme vous. Et bénéficiez de votre carte Visa gratuite à vie, plus 80 € offerts. Johannesburg donne l'impression d'être une ville en pleine transition. On y sent une nouvelle vitalité, une sorte d'énergie créative. La ville est pleine de vie et pleine de surprises. On a l'impression qu'elle est en train de se transformer. Vous vous en rendez compte sans arrêt en croisant les gens dans la rue. On a partout un sentiment de cordialité chaleureuse. Il suffit d'être témoin de ces échanges incroyables qui se passent entre les gens. De fait, j'ai écrit sur des villes du monde entier, et celle-ci est vraiment différente de toutes les autres. Elle est pleine de couleurs et de vie, et dotée d'une architecture vraiment riche. C'est quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne s'invente pas. Ça ne se trouve qu'ici. C'est un endroit où l'on a vraiment l'impression que les gens prennent la vie à bras le corps. Nouvelle Peugeot 508, avec nouvelle motorisation essence et Blue HDI. La route est son territoire. Panasonic Ultra High Resolution 4K, extending the frontiers of TV. Vamos lá. Allowing passions to flow, values to converge, enhancing imagination. Places abloom with captivating images, bring a new kind of connection to people's lives. Panasonic 4K solutions. Break the boundaries. Panasonic. Le drame du vol Hélios 522, qui reste à ce jour l'accident aérien le plus tragique de toute l'histoire de l'aviation grecque, est dû comme beaucoup d'autres à une combinaison de problèmes techniques et d'erreurs humaines. Le rapport officiel dresse la liste des oublis et des erreurs d'interprétation commises par l'équipage. Des problèmes pourtant faciles à rectifier ont malheureusement coûté la vie à 121 personnes. Où sont les disjoncteurs du système de refroidissement? Derrière le siège du commandant. Vous les voyez? Ce même rapport ne parle cependant pas de ce qui s'est produit en cabine. Qu'a fait le PNC? Et pourquoi Andreas Prodromou n'a-t-il pas perdu conscience aussi vite que les autres personnes à bord? Mayday. Après avoir interrogé des formateurs et des membres d'équipage de la compagnie,
Akrivos Tsolakis voit la scène comme ceci. Que tout le monde mette son masque. Nous ignorons précisément ce qui se passe, mais gardez votre calme et restez assis. Le jeune homme était assis au fond de la cabine. Lorsque les masques à oxygène se sont déployés, il a attendu les instructions du commandant ou du copilote. L'hôtesse, installée à l'avant de la cabine, a dû faire de même. Mais ils ne se sont sans doute pas contentés d'attendre. Chez Helios, on mettait l'accent sur le fait que le PNC ne devait pas dépendre totalement des procédures, mais qu'il devait être capable de réfléchir et de s'adapter à n'importe quelle situation. Alors qu'en cas de dépressurisation, le pilote doit rapidement faire descendre l'avion, au fil des minutes, le 737 d'Helios a continué de gagner de l'altitude. Ne sachant pas trop ce qui se passait, Andreas Prodromou a dû essayer de contacter les pilotes. Commandant ? Commandant Mertens ? En vain. Que se passe-t-il ? Commandant Mertens ? Devant ce silence, il a dû conclure qu'il ne s'agissait pas d'un cas classique de dépressurisation. En l'absence d'informations du poste de pilotage, et si l'avion n'opère pas de descente d'urgence, il n'y a pas de procédure. Il faut improviser. À ce moment-là, Andreas Prodromou a dû se rendre compte que le problème était des plus graves. Mais pour savoir de quoi il retournait, il lui fallait se lever. L'oxygène disponible à bord d'un 737 provient des masques qui se déploient. 10% des masques sont à la disposition de l'équipage en cas de dépressurisation. Il y en a un en plus au bout de chaque rangée de sièges. En utilisant ces masques supplémentaires, le steward a pu parvenir jusqu'à l'avant de l'avion. En supposant que la manœuvre lui ait pris plus de 12 minutes, on peut imaginer que sa petite amie et ses collègues étaient sans doute encore sanglés sur leur siège, victimes d'hypoxie comme les passagers. Le jeune homme pratiquait la plongée sous-marine et avait servi dans les forces spéciales chypriotes. C'est peut-être ce qui lui a permis de rester conscient un peu plus longtemps que les autres. Andreas n'était pas un froussard. C'était quelqu'un de courageux. Il n'avait peur de rien. Il était vaillant et il gardait son sang-froid. Mais pour survivre, après l'arrêt du système d'approvisionnement en oxygène des passagers, il avait besoin d'une solution de rechange. Le 737 disposait de 4 bouteilles d'oxygène portable, chacune d'une autonomie de plus d'1 heure. Les 4 bouteilles ont été retrouvées. 3 d'entre elles semblent avoir été utilisées. Quand le pilote de chasse du F-16 a repéré le jeune steward dans le poste de pilotage juste avant l'accident, ça n'était peut-être pas la première fois qu'il y entrait. Comme il l'a fait à la fin du vol, il avait peut-être utilisé le code pour déverrouiller la porte. La procédure consiste à entrer dans le poste de pilotage. D'abord, on frappe à la porte. Mais s'il n'y a pas de réponse, on compose le code et on entre. Au cours de l'enquête, on a découvert de l'ADN sur un masque à oxygène dans le poste de pilotage qui correspondait à celui de l'OPL. Il est possible que le steward l'ait utilisé pour lui faire reprendre connaissance. On peut ranimer quelqu'un, même au bout d'une longue période d'inconscience, dès l'instant où il n'y a pas de lésion cérébrale. C'est un élément qui varie en fonction de l'individu et de la durée d'exposition à haute altitude. Si le steward est entré une première fois dans le poste de pilotage, pourquoi en est-il ressorti? Nul ne le saura jamais. Il était probablement un peu désorienté. Ses réactions étaient bien plus lentes qu'à l'accoutumée. Dans quel état d'esprit était-il? Et dans quel état physique? Nous supposons qu'il avait cerné le problème, mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? C'est toute la question. Au bout de 3 heures, toutes les autres personnes à bord devaient être inconscientes. À l'approche d'Athènes, le vol 522 était devenu un avion fantôme. La plupart des victimes avaient sûrement encore le cœur qui battait au moment de l'accident, mais leur coma était vraisemblablement irréversible. Les gens atteints d'hypoxie ne souffrent pas plus que s'ils s'endormaient. Mais pour Andreas Prodromou, la fin du vol a dû être un véritable cauchemar. Lorsque les F-16 arrivent à hauteur du 737,
Le steward commence à manquer d'oxygène. Il comprend alors certainement que ses minutes sont comptées, mais il refuse de renoncer. Et il décide de faire une dernière tentative pour sauver l'avion. De retour dans le poste de pilotage, le steward qui rêvait de devenir pilote appelle à l'aide, mais personne ne l'entend. Sans doute parce que la radio est restée réglée sur la fréquence de Larnaca, l'aéroport chypriote d'où le vol 522 était parti. Luttant contre l'hypoxie et s'efforçant de maîtriser un avion bien plus gros que tous ceux qu'il a pu piloter, le jeune homme est dans une situation désespérée. Il est de toute façon trop tard. Le vol 522 n'a plus de carburant. Il y a une photo d'Andreas à Chypre, dans le cimetière où il repose aux côtés de sa petite amie Haris. Je suis son père et j'ai mon fils à mes côtés. Où que j'aille, il est toujours là. Il a laissé un vide immense et on ne s'en remettra jamais. On trouve aussi l'image d'Andreas en Grèce. Au nord d'Athènes, sur la colline où le vol Hélios 522 s'est écrasé, les familles ont déposé au pied d'une croix des photos de nombreuses victimes. Le papier est jauni par le soleil de la Méditerranée et les visages sont comme autant de témoins silencieux d'un des accidents les plus étranges de l'histoire de l'aviation.